Le 19 octobre dernier, il a fallu moins de 10 minutes pour que des voleurs s'emparent d'un pan de l'histoire de France. Ce vol des joyaux de la couronne s'est déroulé dans la galerie d'Apollon du Louvre. La question que tout le monde se pose, c'est d'un point de vue sécurité, comment ça a été possible dans un des plus grands musées du monde? Pourquoi n'y a-t-il tout simplement pas de barreaux aux fenêtres? Ça semblerait évident d'en mettre pour éviter ça, mais est-ce vraiment possible? Je m'appelle Lara, je suis architecte et aujourd'hui on va répondre ensemble à ces questions. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les tensions qui existent entre sécurité et conservation du patrimoine, et tout ce qu'implique la protection d'un monument comme le Louvre. Si tu es un curieux, un passionné de culture ou un professionnel dans le milieu et que tu cherches à comprendre le monde qui t'entoure, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je t'explique les enjeux de société qui se cachent derrière nos murs. Tu peux t'abonner à Percé pour ne pas louper les prochaines vidéos. Le 19 octobre, selon les communiqués officiels, des braqueurs ont réussi à accéder à la galerie d'Apollon en passant par une nacelle extérieure. Ils ont atteint les fenêtres du premier étage, brisé les vitrines des bijoux et sont repartis avec. On se demande mais si ça a été si rapide et presque si facile de voler des millions d'euros de bijoux, n'y a-t-il pas une faille dans le système de sécurité? Et je ne vais pas parler ici du problème de sous-effectif du personnel, les membres de la sécurité ont évidemment fait leur travail au mieux. Ce sujet humain, c'est une autre problématique en soi, plus politique et je ne vais pas me concentrer là-dessus. Je vais questionner ici surtout le point de vue architectural de la protection du bâtiment. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui au Louvre, on n'est pas censé pouvoir rentrer par les fenêtres comme dans un moulin. Il y a bel et bien des systèmes de sécurité qui sont mis en place. Car il faut savoir que le Louvre dispose d'environ 1300 fenêtres, dont certaines sont déjà pourvues de barreaux, surtout en rez-de-chaussée. Le musée a aussi des verres dits de sécurité qui sont là pour retarder des effractions, mais ils ne sont pas conçus comme des vitrages blindés façon banque par exemple. Mais malgré ces dispositifs, les braqueurs ont quand même réussi leur coup. Leur disqueuse a permis de briser les vitres du premier étage, mais quoi qu'il en soit, elle aurait quand même très bien pu faire sauter les barreaux du rez-de-chaussée. Ce braquage, il ne révèle donc pas seulement une faille, mais plutôt un dilemme, celui de la protection du patrimoine au regard de son accessibilité au public. Ouvrir les bâtiments, ça les rend forcément plus vulnérables. Et ça demande un niveau de protection qui questionne l'intégrité de l'architecture elle-même. Car le but n'est pas de transformer le Louvre en bunker alors même qu'il est devenu un musée. Pour comprendre, il faut remonter le temps. Le Louvre, il n'est pas fait pour être un musée. Il n'a pas été conçu comme un musée. Ça a d'abord été un château, puis un palais royal. En 1190, sous le règne de Philippe Auguste, une forteresse est construite aux limites de Paris. Elle est destinée à contrôler la Seine, les allées et venues et à défendre la capitale. On y trouve un donjon, des murailles, des remparts, bref, c'est une physionomie militaire de défense. On peut d'ailleurs encore voir les fondations du château de cette époque au sous-sol de l'actuel musée au niveau du carrousel. Au XVIe siècle, François Ier transforme le château en palais type Renaissance. Le Louvre devient un symbole de pouvoir et d'art. On détruit le donjon médiéval et on bâtit des ailes royales. On embellit tout ça. Au XVIIe siècle, sous Louis XIV, l'agrandissement continue. Le palais du Louvre s'enrichit de salles, de décors, il devient monumental. Les façades classiques que l'on connaît se structurent à cette époque. Et c'est à la Révolution française en 1793 que le Louvre devient un musée, il ouvre ses portes au public. Il devient le muséum central des arts de la République. Et puisque maintenant le public peut rentrer, son statut change complètement. Puis en 1989, la pyramide de Yuminpei devient un symbole. Cette entrée symbolique est signe d'une ouverture à l'international. Et d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo dédiée si ça t'intéresse, je te laisse aller voir ça. Résultat, un monument de plus de 70 000 m² de salle d'exposition, 3 km de longueur de façade, des millions de visiteurs par an et surtout un monument qui retrace notre histoire de la royauté à la République. L'architecture du Louvre, ce n'est pas seulement un contenant d'œuvres, elle est elle-même une œuvre, un symbole. C'est pour ça qu'on ne peut pas lui coller des barreaux comme ça sans réfléchir. Un château, un palais, c'est de base pas fait pour être un musée. Mais entrons dans le cœur du sujet. Est-ce qu'on a le droit de toucher aux fenêtres du Louvre? Le Louvre, c'est un bâtiment classé au titre des monuments historiques. C'est le niveau le plus élevé de protection du patrimoine, ça entraîne des contraintes et des obligations très fortes. Il y a l'inscription au titre des monuments historiques, puis le classement au titre des monuments historiques. Si tu regardes cette carte de Paris et de ses protections du patrimoine, tu vois déjà que tout le site est protégé en jaune clair. Et tu vois bien le Louvre qui est lui-même rouge fluo, c'est-à-dire qu'il est bien classé au titre des monuments historiques. Et la zone en rose rayé, elle aussi, est classée au titre des monuments historiques. Les bâtiments peuvent l'être, mais aussi les sols et les sous-sols. Bref, tu vois que le Louvre a le plus haut niveau d'exigence en termes de classement. Selon le Code du patrimoine, un immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même partiellement, sans autorisation. Toute restauration, réparation ou modification est soumise à l'autorité administrative. Et comme l'indique le PLU de Paris, tous les travaux qui sont susceptibles de modifier l'apparence extérieure d'un bâtiment classé ou dans le périmètre de ses abords, c'est soumis à autorisation. Déplacer un élément, restaurer une fenêtre, tout ça nécessite un feu
feu vert administratif. Les statues, les ornements, les menuiseries ne peuvent pas être retirés sans autorisation. Les ravalements, les changements d'apparence, même une grille extérieure, ça doit demander une autorisation. Il y a aussi les servitudes d'utilité publique, c'est-à-dire les servitudes d'alignement ou de recul, en gros tout ce qui se passe sur la façade. Ça ne peut pas être adopté sans l'accord d'un ABF, un architecte des bâtiments de France. En bref, toute intervention se fait sous le contrôle technique et scientifique de l'administration des monuments historiques. Les façades classées sont intouchables sans un accord au préalable. Toucher au Louvre n'est pas impossible, mais chaque millimètre doit être justifié. La sécurité ne peut pas nuire ce qu'elle défend. Autrement dit, le propriétaire ici, c'est l'État et il ne peut pas agir seul. L'architecte des bâtiments de France, il doit donner son avis pour tous les projets qui sont susceptibles d'affecter le bâtiment. Il donne un avis sur les permis, sur les déclarations et il peut évidemment stopper toute opération. Les ABF sont en quelque sorte les acteurs opérationnels de terrain. La DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, peut elle aussi intervenir selon les cas. Dans certaines procédures, la CNPA, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, peut aussi intervenir dans les classements nationaux ou arbitrer certains projets. C'est le service urbanisme des mairies, le PLU, qui instruit les autorisations d'urbanisme et d'architecture et qui transmettent tout ça à l'ABF s'il s'agit d'un bâtiment classé ou inscrit au monument historique. Donc pour tous les travaux visibles depuis l'espace public, on rentre vraiment dans une procédure très lourde. Ok, on comprend donc qu'il y a des règles, des contraintes, des procédures à suivre, mais jusque-là c'est écrit nulle part que c'est strictement interdit de modifier l'apparence d'un bâtiment. C'est simplement qu'il y a des accords à demander. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas installer des barreaux sur le Louvre? Eh bien non, je t'arrête. On ne peut pas du tout du jour au lendemain installer des barreaux sur toutes les fenêtres et je vais t'expliquer pourquoi. Installer des barreaux, ça implique une forte modification de l'apparence d'un bâtiment. C'est une intervention qui est visible, donc voici les grandes raisons qui expliquent pourquoi ce n'est pas possible. D'abord, il y a l'atteinte à l'esthétique et à l'intégrité patrimoniale. Installer des barreaux, des grilles ou des volets, ça nuirait totalement à la lecture architecturale du Palais Royal. Ça modifierait totalement l'intention patrimoniale. Les conservateurs du patrimoine ou les architectes s'opposeraient à tout ajout visible qui viendrait appauvrir le bâtiment, car c'est simplement une atteinte à l'intégrité visuelle. En fait, chaque baie, chaque menuiserie du Louvre, elle contribue à une harmonie, à une composition architecturale historique. Des barreaux, ça perturberait totalement cette composition. En fait, les ABF, ils veillent à ce que les façades, elles se lisent dans l'intention de l'époque. Le refus, il s'expliquerait aussi par l'impact sur le champ de visibilité, car la loi protège aussi la perception des monuments depuis les abords, depuis l'espace public. Aussi, un bâtiment classé, il doit respecter les prescriptions suivantes. Tout travaux doit être réversible et avec des matériaux adaptés pour ne pas dénaturer le patrimoine. C'est-à-dire qu'une intervention sur un monument classé, elle doit pouvoir s'enlever sans laisser aucune trace. Les barreaux, au-delà de l'évident problème d'apparence en façade, ça altérerait complètement cette consigne de réversibilité. Les barreaux, ça flotte pas dans l'air, ça doit être fixé dans la pierre, il y a des dispositifs compliqués qui sont pas réversibles. Mais il y a aussi toute une symbolique de l'ouverture au public. Le Louvre, c'est aujourd'hui un musée. Et poser des barreaux partout, ça renverrait un peu un message de on veut pas de vous, on vous garde à distance. Ça va à l'encontre de l'esprit muséal et du rôle de l'institution. Donc les barreaux, c'est mort. Mais est-ce que des fenêtres blindées, ce serait possible ? Le musée du Louvre a mentionné qu'il avait déjà des verres de sécurité sur ses fenêtres, conçus pour ralentir une effraction mais pas pour l'arrêter complètement. Mais face à des outils de professionnels, on a bien vu que ça ne tient que quelques minutes. Beaucoup de fenêtres sur des parties historiques comme la galerie d'Apollon, ça relève d'un ouvrage patrimonial, avec des profils de menuiserie qu'on retrouve plus forcément aujourd'hui, des dispositifs d'origine et donc une restauration contrôlée. En fait, quand on dit qu'une fenêtre est classée, ce sont toutes les menuiseries et les profils qui font partie du composé architectural protégé. C'est un tout. Les vitrages visibles en façade ne peuvent donc pas être traités comme des vitrages modernes. Tout ça s'inscrit dans un contexte de conservation particulier. Mais donc, est-ce qu'on pourrait mettre des verres anti-effraction ? Puisque le Louvre en a déjà, c'est que c'est faisable. Ça veut dire qu'il existe des solutions qui ne dénaturent ni le bâtiment, son apparence, ni tout le procédé technique qui lui aussi est classé. Là où il faut être vigilant, c'est sur cette question. Tous les vitrages multicouches, par balles, est-ce qu'ils peuvent vraiment être intégrés dans des menuiseries anciennes ? En étant plus modernes et plus épais, est-ce qu'il y a atteinte à l'intégrité du monument ? La faisabilité administrative reste très délicate. Tout ça n'est vraiment pas automatique. Et maintenant, tu sais que l'ABF doit donner son avis et évaluer cet impact. Si ce type de vitrage pouvait en soi réussir à conserver l'apparence historique, c'est-à-dire des profils identiques de meneaux, pas de différence de brillance, la même division des petits bois, la même teinte, des ébrasements conservés, tout en concevant une intervention réversible et compatible avec l'existant, alors ce serait permis. Là où il faut vraiment faire attention, c'est à ces 4 points.
D'abord, le poids et les fixations, car des vitrages plus lourds, ça impose des renforts qui peuvent évidemment endommager les cadres historiques. Le deuxième point, c'est la ventilation, car l'étanchéité ou la condensation, ça peut détériorer les boiseries intérieures, mais aussi toutes les œuvres qui sont contenues dans les salles. Le troisième point, c'est évidemment la réversibilité, car tu l'auras compris, des vitrages aussi lourds, ce serait trop destructeur pour les fenêtres classées. Et enfin, le quatrième point, c'est bien sûr l'esthétique. Les reflets, les teintes, les profondeurs des baies, tout ça, ce serait modifié. C'est du cas par cas, ça dépend de chaque dossier, de chaque bâtiment et presque de chaque fenêtre. Il faut absolument justifier la compatibilité patrimoniale. Donc techniquement, oui, on pourrait presque imaginer des vitrages très résistants, sans barreaux visibles. Mais administrativement, tu comprends que ça bloquerait. Après une instruction approfondie de la BF, de la CNPA, de la DRAC, ça altérerait beaucoup trop l'aspect extérieur, même de simples vitrages blindés, car ce serait difficilement réversible. Pour le Louvre, compte tenu du niveau de classement, l'exigence est maximale et on ne pourrait pas accepter des vitrages blindés. L'altération esthétique, elle peut te sembler très subtile, mais elle est bien réelle. Même en acceptant des petites altérations visibles, ça créerait un précédent pour d'autres interventions qui cumulés finissent par dégrader le patrimoine. Mais on l'a vu, le verre, même sécurisé, ne suffit pas à lui seul à protéger le monument. Alors quelles sont les pistes compatibles avec un monument classé ? Puisque tout doit être réversible, puisqu'on ne peut pas fragiliser les menuiseries historiques, puisqu'on ne peut pas changer l'apparence du bâtiment, puisque les coûts sont élevés et les procédures très lourdes, la question se pose, où est la faille ? Comment faire ? Le cambriolage ne nous dit pas seulement qu'un vol a eu lieu, il nous dit que notre modèle de protection doit évoluer, car deux images s'affrontent. D'un côté, le Louvre comme architecture intouchable qui renferme des biens patrimoniaux uniques, et de l'autre, le Louvre comme palais ouvert et accessible, un symbole vivant de la culture. La bonne solution doit réunir ces deux aspects. Une institution qui assure une sécurité absolue tout en respectant le patrimoine et son histoire. La sécurité, c'est un ensemble de dispositifs mis en place. Ce n'est pas qu'un élément matériel comme juste mettre des barreaux. Aujourd'hui, on est capable de détecter des intrusions avec des capteurs de vibration et des intelligences artificielles de détection. On peut aussi penser à concevoir des obstacles paysagers pour empêcher l'accès à des nacelles ou à des engins lourds. Tout le défi, c'est de protéger sans fortifier. C'est toute une organisation dont les moyens sont à la fois humains, financiers et politiques. Le braquage du 19 octobre 2025 montre que la stratégie de protection de nos bâtiments a ses limites. Sécuriser un monument comme le Louvre, ce n'est pas seulement renforcer des verres ou verrouiller des portes. C'est repenser le corps du bâtiment, les accès extérieurs, le rôle de la surveillance, les financements, le discours qu'on adresse au public. C'est tout ça, protéger une architecture en même temps que ses œuvres. Si tu souhaites que j'aille plus loin en interrogeant un architecte des bâtiments de France, un agent de sécurité du Louvre ou un ingénieur vitrage, n'hésite pas à le dire en commentaire. Alors comment renforcer la sécurité du patrimoine ? Dis-moi toi ce que t'en penses. Et si tu veux continuer à décrypter l'architecture à travers la pop culture, la mode, la géopolitique, abonne-toi à Percé car c'est exactement ce qu'on fait ici sur cette chaîne. Si cette vidéo t'a plu, tu peux l'aimer, la commenter ou la partager, ça soutient énormément mon travail. En attendant, on peut se retrouver sur Instagram pour voir toute l'actualité de Percé ou sur TikTok pour voir les coulisses de la chaîne. Et si tu es un musée, un média ou une marque qui souhaite s'associer à ce type de contenu, n'hésite pas à regarder dans la barre de description, tu as toutes les informations pour me contacter. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.